Notre monde carbure aux énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. On en consomme de plus en plus. L'économie ne peut s'en passer. Résultat, les gaz à effet de serre ne cessent de s'accumuler dans l'atmosphère. Le climat se réchauffe. Une grande inconnue existe, les hydrates de méthane, de la glace qui brûle. Elle est capable de s'enflammer car elle contient du méthane, le même gaz qui permet de cuisiner ou de chauffer les maisons. On en retrouve des quantités colossales dans les océans et dans les terres gelées de l'Arctique. C'est l'un des plus grands réservoirs de méthane sur Terre. Mais le méthane est aussi un gaz capable d'aggraver le réchauffement climatique. Si ce méthane parvenait dans l'atmosphère, nous ne pourrions pas vivre sur cette planète. Il y ferait bien trop chaud. La concentration du méthane dans l'atmosphère a considérablement augmenté depuis le début de l'ère industrielle. Il y en a aujourd'hui presque 3 fois plus qu'en 1750. Le principal gaz à effet de serre demeure le gaz carbonique, ou CO2. Vient aussitôt après le méthane. La forme sphérique de sa molécule, avec un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène, lui permet de capturer beaucoup plus de chaleur que le CO2. Molécule par molécule, le méthane va être un gaz qui va plus contribuer à l'effet de serre, environ une vingtaine de fois plus que le CO2. Ce qui nous sauve quelque part, c'est qu'il y a moins de méthane que de gaz carbonique dans l'atmosphère. Les activités humaines sont largement responsables de l'accroissement récent du méthane dans l'atmosphère. Les principaux émetteurs sont les industries des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde et du Sud-Est asiatique. D'autres émissions importantes proviennent des zones marécageuses de Sibérie, d'Indonésie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, en raison des feux de forêt et des élevages de bovins. Mais le méthane est surtout massivement présent au fond des océans, sous la forme solide des hydrates de méthane. Ces hydrates de méthane représentent 40 fois le volume de gaz de méthane actuellement présent dans l'atmosphère. On en trouve beaucoup dans l'océan Arctique. L'atmosphère de cette région s'est réchauffée de près de 3 degrés au cours des 30 dernières années. Quelques degrés de plus et les hydrates pourraient fondre et laisser échapper tout le méthane qui viendrait à son tour aggraver le réchauffement. En 2008, une mission scientifique anglaise part dans l'Arctique. Son but, vérifier si du méthane est déjà en train de s'échapper du fond de l'océan. Avant cette expédition, personne n'avait jamais détecté le moindre signe, acoustique ou autre, indiquant la présence de fuites de gaz sur le fond marin. Nous cherchions toutes sortes de preuves dont la présence de gaz dans le sol à l'aide de techniques sismiques. Pour que les hydrates de méthane restent sous forme de glace au fond des mers, la température doit être basse et la pression forte. Ces conditions, qui permettent de maintenir la stabilité des hydrates, sont présentes à partir d'environ 400 mètres de profondeur. C'est cette limite qui risque d'être modifiée par l'augmentation de la température des océans. La mission va se concentrer sur cette zone. On a supposé que du gaz pouvait provenir du plancher océanique et que la zone la plus probable devait être la zone de stabilité des hydrates, cette zone où la pression et la température lui permettent d'être stables à l'état solide. Nous y avons concentré nos recherches en utilisant un échosondeur multifaisceau et un sonar à haute fréquence, utilisé généralement pour la pêche. C'est justement avec cet appareil que nous avons détecté les premiers panaches de bulles s'élevant du plancher océanique.
À notre plus grande surprise, nous en avons d'ailleurs vu un dès le premier jour. Au total, c'est presque 300 panaches de méthane qui sont découverts, dont beaucoup sont alignés sur la zone critique des 400 mètres. Au même moment, de très nombreux panaches de méthane sont observés dans un autre endroit de l'océan Arctique, au nord de la Sibérie. Les conclusions de ces recherches paraissent dans la revue Science et alarment les médias. Selon les modèles climatiques, une fonte rapide de ces hydrates de méthane augmenterait sévèrement la température de l'atmosphère au point de mettre en cause la vie des hommes sur Terre. En 2011, la situation s'est encore aggravée. Dans l'atmosphère, il y a toujours plus de méthane et de CO2. Les scientifiques retournent dans l'Arctique sous la direction de Ian Wright du National Oceanography Center. Ils doivent répondre à plusieurs questions. Les fuites de méthane sont-elles toujours actives, voire plus actives? Et surtout, les bulles de méthane atteignent-elles l'atmosphère? Tous les signes et tous les modèles climatiques suggèrent que l'Arctique va se réchauffer plus rapidement que le reste du monde. Or, si l'atmosphère se réchauffe, l'océan va à son tour se réchauffer et il y a de fortes chances pour que le plancher océanique se réchauffe lui aussi. Le réchauffement des sédiments va modifier la pression et la température, et ces hydrates de méthane, qui étaient à l'état solide, vont se transformer en gaz. Ce dernier va se répandre dans l'océan et finalement dans l'atmosphère. Nous allons essayer au cours de cette expédition de comprendre comment le gaz est libéré et d'évaluer les écoulements de gaz qui s'échappent du plancher océanique. Et surtout, de voir si une partie de ce méthane parvient jusque dans l'atmosphère. Voilà la position. Le pilote du James Clark Ross positionne le navire à l'endroit même où des panaches de méthane avaient été cartographiés par Graham Westbrook 3 ans plus tôt. Les techniciens déploient aussitôt des instruments pour aller reconnaître et cartographier le fond de la mer du Svalbard. Dès les premières observations, ils constatent la présence de nombreux panaches de bulles. Les recherches pour mieux connaître les échappées de méthane peuvent maintenant commencer. Nous sommes à 372 mètres de fond et nous pouvons voir un écoulement continu de bulles s'élevant du plancher océanique. Nous faisons deux choses. D'abord, nous évaluons la vitesse à laquelle les bulles s'élèvent dans la colonne d'eau. Ensuite, nous mesurons la taille des bulles pour déterminer le rapport taille-vélocité, image par image. À partir des données visuelles et des données acoustiques d'un seul panache, nous pouvons estimer l'écoulement de méthane qui se dégage du plancher océanique. Grâce à un échosondeur, Ian Wright espère voir si les panaches de bulles de méthane atteignent la surface. C'est très intéressant. On peut voir toute une série de panaches. Ici, à un peu moins de 400 mètres, on voit 1, 2, 3, 4, 5 panaches de bulles. Ces panaches représentent du méthane qui s'élève dans la colonne d'eau. C'est le plus grand de ceux que tu as vus ce matin? Oui, probablement. Celui-ci s'élève à au moins 200 mètres et on voit de légères traces monter jusqu'à 100 mètres. Information majeure et soulagement. Les panaches de bulles observés à la limite supérieure de la zone de stabilité des hydrates n'atteignent pas la surface de l'océan. Et si les bulles n'atteignent pas la surface, le méthane ne parvient donc pas jusque dans l'atmosphère. Mais alors, que devient-il?
Rachel James va chercher à répondre à ces questions en analysant la composition chimique de l'eau au-dessus d'un panache de bulles de méthane. Ça, c'est le plancher océanique. Et ça, c'est l'océan, ce qu'on appelle la colonne d'eau. Le navire se trouve juste là. Ici, on voit un panache de bulles de gaz qui s'élève du plancher océanique sur plusieurs centaines de mètres. Nous allons prélever une série d'échantillons d'eau à différentes profondeurs pour mesurer la concentration de méthane. 3,49. Le méthane qui se dégage dans l'eau de mer ne reste pas sous forme de méthane et de bulles de gaz. Il va se dissoudre et réagir avec l'oxygène présent dans l'eau de mer pour se transformer en gaz carbonique. Cette transformation providentielle du méthane est en fait opérée par des bactéries présentes dans l'eau. Elles sont si voraces qu'elles pourraient dévorer tout le méthane contenu dans les échantillons de Rachel. Je suis en train de tuer toutes les bactéries présentes dans cet échantillon à l'aide d'un poison très puissant. Si nous n'injections pas de poison dans l'eau, les bactéries dévoreraient tout le méthane, ce qu'il faut éviter pour ne pas fausser les observations. Sans les bactéries mangeuses de méthane, ce gaz pourrait rejoindre l'atmosphère. Mais si les hydrates venaient à fondre massivement, ces bactéries pourraient-elles faire disparaître les immenses quantités de méthane qui seraient relâchées dans l'océan? Un des plus tragiques accidents de l'industrie pétrolière nous apporte un élément de réponse. Le 20 avril 2010, une explosion déclenche un incendie sur la plateforme Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique. 2 jours plus tard, cette énorme structure coule sous le regard impuissant des gardes-côtes américains. À 1500 mètres de fond, la tête du puits endommagé laisse s'écouler des quantités massives d'hydrocarbures. Du pétrole, bien sûr, mais aussi beaucoup de gaz, des tonnes de méthane. Une catastrophe écologique majeure menace la faune exceptionnelle du golfe du Mexique. La totalité du rejet du méthane dans l'environnement s'élevait à près de 200 000 tonnes, qui se sont ensuite dissoutes dans ces couches. C'était le plus grand dégazage de méthane jamais observé dans une zone totalement isolée. Pour John Kessler, spécialiste du méthane dans l'océan, et son collègue David Valentine, microbiologiste, c'est une occasion unique d'observer la réaction naturelle de l'océan à un gigantesque dégazage de méthane. Que se passe-t-il lorsque l'océan reçoit une très forte dose de méthane, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit causée par l'homme? Comment réagit l'océan? La microbiologie est-elle capable de traiter une partie de ce méthane? Ou bien va-t-il finir par se propager dans d'autres régions de l'océan, voire dans l'atmosphère? Les conditions catastrophiques n'empêchent pas Kessler et Valentine de poursuivre leur enquête. Ces 200 000 tonnes de méthane vont-elles demeurer dans l'océan ou rejoindre l'atmosphère? Nous avons fait des mesures de très haute résolution de la concentration de méthane dans les eaux de surface pendant toute la durée de notre mission. Sonder les eaux profondes est une opération un peu plus compliquée. Il faut envoyer les bouteilles de prélèvement jusqu'au fond pour obtenir un profil sur toute la hauteur de la colonne d'eau. Les analyses de Kessler et Valentine révèlent que l'énorme quantité de méthane s'est bien dissoute dans l'eau, mais que le méthane en solution stagne dans l'océan vers 1000 mètres, avec des concentrations de 10 000 à 100 000 fois supérieures à la normale. Le méthane relâché suite à cette catastrophe était prisonnier à près de 1000 mètres de profondeur. Et il allait y rester pendant des années, peut-être 10 ans, voire plus.
Malheureusement, les bactéries mangeuses de méthane ne semblent pas s'attaquer à cette énorme quantité de gaz. Le risque? Que ces eaux deviennent toxiques pour la faune marine. La National Science Foundation s'alarme de cette situation et finance aussitôt une nouvelle expédition. Nous y sommes retournés au début de l'automne pour étudier l'évolution de cette couche de méthane sur le long terme. Énorme surprise, la gigantesque nappe de méthane est introuvable. En à peine 2 mois, elle a totalement disparu. David Valentine et moi, on s'est tournés l'un vers l'autre et on s'est demandé où était passé le méthane. Et c'est d'ailleurs lui le premier qui a dit « Il est possible que les bactéries aient consommé le méthane ». Au début, j'étais plutôt sceptique. Comment les bactéries ont-elles pu vraiment dévorer autant de méthane en aussi peu de temps? Dans la plupart des océans, quand le méthane sort du sédiment, il y a plein d'oxygène. Et alors le méthane peut être consommé par les bactéries. Il s'agit de l'oxydation aérobie du méthane qui utilise de l'oxygène. Des mesures de la concentration d'oxygène dans l'eau réalisées pendant l'été vont permettre à Kessler et Valentine de reconstruire le scénario de la disparition du méthane. Ces données nous ont permis de voir comment la diminution de l'oxygène, liée à ce festin des bactéries, évoluait dans l'espace et dans le temps. Ce qui nous a aussi permis de confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle le méthane avait été consommé dans ce laps de temps. Jamais encore une réaction des bactéries n'avait été observée à pareille échelle. Les résultats de Kessler et Valentine laissent d'abord incrédules une bonne part de leurs collègues, mais leurs conclusions sont confirmées. Nous essayons tous actuellement de comprendre, d'approfondir notre connaissance de ce phénomène et des capacités intrinsèques de ces organismes. Les bactéries mangeuses de méthane ont éliminé la plupart du gaz relâché par l'accident de la plateforme. Pourraient-elles faire de même si de grandes quantités de méthane étaient libérées dans l'océan par la fonte des hydrates? La question est posée. Mais la disparition de ce méthane dans l'eau, qui serait positive pour le climat, ne serait pas sans contrepartie. Les bactéries transforment le méthane en CO2, qui à son tour forme de l'acide carbonique, augmentant l'acidification des océans. C'est en Méditerranée, à Villefranche-sur-Mer, qu'un laboratoire dirigé par Jean-Pierre Gattuso étudie les conséquences de ce fléau moderne des océans. L'acidification prive de nombreux animaux marins d'un des éléments cruciaux pour leur développement, les carbonates. Et les carbonates, c'est un grand mot, mais c'est absolument très simple. C'est un élément qui est essentiel pour fabriquer du calcaire. Le calcaire, c'est du carbonate de calcium. Et donc les coraux, les huîtres et les moules ont besoin de cette brique, si vous voulez, élémentaire, pour fabriquer leur squelette et leurs coquilles. Et bien cette brique devient en disponibilité décroissante lorsque l'acidité augmente. Grâce à des expériences menées dans la baie de Villefranche, on cherche à savoir comment les organismes marins, des plus petits aux plus grands, réagissent à l'augmentation de l'acidification des océans. Jean-Pierre Gattuso a participé récemment à des études dans l'océan Arctique où l'acidification est plus avancée qu'ailleurs. Il y a d'autres organismes dans l'eau de mer qui sont aussi calcaires et qui ont besoin aussi des ions carbonates pour fabriquer leurs coquilles. Ce sont les ptéropodes. Les ptéropodes, c'est des petits mollusques pélagiques, c'est comme des escargots de mer et ils sont très abondants en Arctique. Et on a montré que ces ptéropodes vont vraisemblablement disparaître d'une grande partie de l'Arctique d'ici la fin du siècle parce qu'ils ne pourront plus construire leurs coquilles. Ces escargots de mer sont-ils le signe avant-coureur d'un bouleversement de l'écosystème de l'Arctique auquel les hydrates de méthane contribueraient largement? En Arctique, à l'absorption de CO2 par l'atmosphère, se rajoute une production de CO2 par le fond de la mer. Et donc, il y a un effet sandwich qui fait que l'acidification pourrait être doublée en fait en Arctique en raison de cette déstabilisation du méthane d'ici la fin du siècle. Retour sur le James Clark Ross. Les scientifiques s'apprêtent à faire des prélèvements de sédiments dans une zone où des dégazages de méthane ont été repérés.
quand ils aperçoivent des coquilles d'animaux apparemment morts. Nous essayons de faire des prélèvements du plancher océanique à l'aide d'un nouvel instrument contrôlé par vidéo. Nous voulons ramasser quelques-uns de ces coquillages morts pour comprendre la relation qu'il pourrait y avoir entre les émissions de méthane et la mort de ces animaux. Ces animaux sont-ils les victimes de l'acidification croissante des eaux de l'Arctique? Impossible d'en savoir plus sans examiner ces sédiments de plus près. Des tapis de bactéries recouvrent la surface du sédiment, preuve irréfutable de la présence de méthane. Ça sent très bon. L'odeur d'œufs pourris, caractéristique de la dégradation organique, n'empêche pas Rachel d'examiner le prélèvement. Voici un bivalve que j'ai trouvé dans les sédiments. Ce qui est très inhabituel, c'est que sa surface, qui devrait normalement être bien lisse et brillante, est en très mauvais état. Ce qui suggère que ces sédiments noirs sont très acides et que l'acide a rongé et attaqué la surface de la coquille. Il n'y a pas le moindre organisme vivant dans ces sédiments, et c'est parce que le méthane a utilisé tout l'oxygène présent. Et ces organismes n'ont tout simplement aucune chance de survie. En revanche, il doit y avoir là-dedans des millions et des milliards de bactéries invisibles à l'œil nu qui utilisent le méthane ainsi que le sulfure d'hydrogène présent dans ces sédiments comme source d'énergie. La multiplication des fuites d'hydrate de méthane va acidifier le fond de l'océan et mettre en danger certains animaux. Rachel constate cependant la présence dans le sédiment de nombreuses autres bactéries qui elles aussi consomment le méthane, mais cette fois sans recourir à l'oxygène. Ces autres bactéries jouent-elles un rôle protecteur en limitant les entrées de méthane dans la colonne d'eau? Un carottage des premiers mètres du sédiment permettra d'en savoir plus sur ces espèces de bactéries encore bien mystérieuses pour les scientifiques. Nous examinons cette boue parce que le méthane qui passe par les sédiments est chimiquement réactif. Il ne se contente pas de les traverser. Il y a d'énormes concentrations de bactéries et d'archées qui vivent dans ces sédiments et qui adorent littéralement le méthane. Et elles vont essayer de le consommer. Nous voulons savoir, entre autres, quelles sont les conditions optimales pour que ces bactéries se développent. La consommation du méthane par des bactéries dans des milieux sans oxygène a longtemps été considérée comme un phénomène sans grande importance. Les microbiologistes n'imaginaient pas combien ce processus pouvait être décisif pour notre climat. La chercheuse Antje Boëtius accorde désormais un rôle majeur à ces micro-organismes. Pendant plus de la moitié de l'histoire de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. En revanche, à son commencement, il y avait beaucoup de méthane. Il est fort possible que ces micro-organismes aient pu former les premiers biofilms, générer de la biodiversité et apporter de l'énergie dans la chaîne alimentaire. Voilà ce qui les rend aussi importants. Ces bactéries capables de vivre dans le sédiment grâce au méthane sont très précieuses pour la santé des océans et pour celle de l'atmosphère. Mais leur aptitude à consommer le méthane sans utiliser d'oxygène est une énigme à laquelle s'est attaquée Antje Boëtius. Elle a découvert que deux types de micro-organismes s'associent pour consommer le méthane. C'est précisément cette coopération entre deux types de micro-organismes qui nous a conduits plus loin. En effet, le microscope nous a montré des agrégats de cellules d'un règne particulier du vivant, des organismes monocellulaires appelés archées et des bactéries.
Cette image est fabuleuse. On voit nettement ce conglomérat très dense de deux types de micro-organismes, les archées en rouge et en vert d'autres cellules bien plus petites, les bactéries. Ceci signifie bel et bien qu'elles sont obligées d'échanger de l'énergie et qu'elles ont besoin les unes des autres pour oxyder le méthane. La coopération mystérieuse entre ces deux espèces de micro-organismes semble être l'unique solution pour qu'elles consomment le méthane dans un milieu sans oxygène. Très peu de méthane sort de l'océan. On s'est longtemps demandé pourquoi. Aujourd'hui, nous savons que ces micro-organismes réussissent à transformer presque entièrement le méthane qui se trouve au fond de la mer. Il faut donc admettre que ces micro-organismes façonnent fortement le climat de la Terre. Sans cette coopération entre archées et bactéries, le méthane qui migre depuis les couches profondes du sédiment menacerait l'équilibre des océans et peut-être même du climat. Ensemble, ces micro-organismes dévorent de 80 à 90% de tout le méthane présent dans les océans. Or, si ce méthane parvenait dans l'atmosphère, nous les humains, nous ne pourrions pas vivre sur Terre. Il y ferait bien trop chaud. Ainsi, actuellement, la majorité du méthane qui menace de rejoindre l'atmosphère est consommée par des bactéries, soit dans les sédiments océaniques, soit dans la colonne d'eau. Notre enquête se poursuit dans les étendues glacées de la Sibérie, où une deuxième source de méthane pourrait menacer elle aussi l'atmosphère. Le pergélisol, qui s'étend sur près du quart des parties émergées de l'hémisphère nord, contient une gigantesque quantité de matière organique susceptible d'être transformée en méthane par des bactéries. On parle de pergélisol lorsque la température des sols est inférieure à 0 pendant au moins 2 années consécutives. Certaines zones atteignent plus d'1 kilomètre d'épaisseur et sont gelées depuis plus de 10 000 ans. La gigantesque quantité de matière organique qu'ils contiennent pourrait-elle se transformer en une redoutable bombe climatique? Aujourd'hui, il fait moins 39 à Yakoutsk. Mais la température est néanmoins beaucoup plus douce que celle qu'on observait à la même époque de l'année, il y a 10 ou 20 ans. La température moyenne du mois de janvier a augmenté de 10 degrés. Avec une hausse de plus de 2 degrés de la température moyenne au cours des 30 dernières années, l'état du pergélisol inquiète. Les énormes quantités de matières organiques congelées au temps de la glaciation, qui a pris fin il y a 10 000 ans, pourraient alors se décomposer en libérant de grandes quantités de méthane. Nous sommes en route pour la station scientifique de réputation internationale Spasskaya Pad. En hiver, une seule station météo continue de fonctionner 24 heures sur 24 dans toute la Sibérie, au cœur de la taïga. La zone du pergélisol est désormais sous étroite surveillance. En 13 jours, 15 000 données sont collectées. Les données viennent de la tour. Au total, 72 paramètres sont traités. Ces données permettent de réaliser les courbes de température de l'air et du sol. Elles sont indispensables pour analyser le changement climatique. « 7,84. » La température de la couche supérieure du sol est particulièrement surveillée. Cette couche est dite active parce qu'elle dégèle pendant l'été. Le réchauffement menace d'agrandir cette couche active et d'exposer plus de matière organique à la dégradation par les bactéries. Un danger relatif, selon Trofim Maximov. La fonte est un processus très long et complexe qui s'étend sur 50 à 100 000 ans. Pour qu'un mastodonte, comme le pergélisol, fonde, il faut une énorme quantité d'énergie. Le pergélisol ne fondra pas en un jour, mais la visite d'une installation industrielle sur le cercle arctique nous confirme la réalité du réchauffement. Ici, pour construire de façon durable, il faut désormais refroidir les premiers mètres du pergélisol.
À l'origine, il y avait simultanément sur ce site un sol dégelé, avoisinant 0 degré, et du pergélisol, à moins 0,5, moins 1 degré. Derrière moi se trouvent les échangeurs de chaleur des dispositifs qui assurent le refroidissement et la congélation du pergélisol dans les fondations de cette station de compression de gaz. Ils sont installés de manière à abaisser la température du pergélisol à un niveau garantissant la stabilité des fondations. Dans cette région, l'augmentation des précipitations causée par le réchauffement climatique provoque la formation d'une quantité impressionnante de lacs. Chaque lac favorise la fonte du pergélisol, exposant davantage de matière organique, augmentant la production de méthane. Les conditions climatiques de l'Arctique, où se succèdent phases de gel et de dégel, favorisent un autre type de lac spectaculaire, celui des lacs polygones. Les fortes variations thermiques saisonnières fendillent le sol. L'eau s'infiltre dans ces fentes, les élargit et accélère la dégradation des sols. Les scientifiques ont remarqué une nette prolifération des lacs polygones qui, eux aussi, favorisent la décomposition des restes végétaux ou animaux stockés dans la glace depuis des milliers d'années. Les mesures d'émissions des gaz à effet de serre réalisées dans la toundra montrent une nette augmentation du méthane, une tendance qui ira s'accentuant selon les modèles climatiques. Mais la complexité des écosystèmes est telle qu'il est bien difficile de prédire tous les effets de ce réchauffement. Les recherches interdisciplinaires sur les gaz à effet de serre que nous effectuons dans cette station nous ont permis d'obtenir des résultats très intéressants qui montrent que les écosystèmes forestiers russes absorbent les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone et le méthane. Les forêts sibériennes, qui profitent du réchauffement pour se développer, permettent pour le moment de compenser l'augmentation des émissions de méthane. Mais le pergélisol contient aussi des quantités d'hydrates de méthane, susceptibles d'être déstabilisés par le réchauffement. Dans le Grand Nord canadien, qui fait aussi partie de la zone du pergélisol, plusieurs programmes surveillent les émissions de méthane. C'est l'une des missions du géologue Scott Dallimore de la Commission géologique du Canada. Il y a environ 45 minutes de vol entre Inuvik et la pointe nord du delta du fleuve Mackenzie. Il devrait faire beau aujourd'hui. Scott doit se rendre dans une zone reculée du delta du Mackenzie pour y mettre en œuvre une technique d'observation à long terme d'une fuite naturelle de méthane. Il doit aussi déterminer l'origine de ce méthane. Provient-il de la décomposition organique ou des hydrates de méthane? Dans l'un des bras du fleuve, il y a du gaz naturel qui remonte jusqu'à la surface. On l'a découvert en 1962, mais il était déjà connu des habitants de la région qui l'utilisaient pour leurs besoins en eau potable pendant l'hiver. Cet instrument est un hydrophone. C'est un microphone sous-marin à haute résolution, un hydrophone, équipé d'un enregistreur de données et de plein de batteries. Il va enregistrer en continu les sons au fond de ce bras de fleuve, à l'endroit où une échappée de gaz remonte à la surface. Ça va, les gars? Le flux de méthane que nous voyons en surface est probablement lié à des processus commencés il y a plusieurs millénaires. Il peut se passer beaucoup de temps entre les transformations visibles en surface et les phénomènes qui modifient le sol et qui peuvent entraîner la déstabilisation des hydrates de méthane ou modifier les conditions du pergélisol pour permettre au gaz de remonter en surface.
Ce que nous ignorons encore, c'est le volume de gaz que ces phénomènes libèrent dans l'atmosphère. Nous devons le connaître, car c'est un paramètre primordial pour établir des prévisions. La fuite de méthane s'avérera d'un débit irrégulier. L'origine du gaz est liée à la dissociation d'hydrates de méthane, probablement ancienne, comme le soupçonnait Scott. Que ce soit dans l'océan ou dans le pergélisol, les fuites de méthane existent bel et bien, et parfois le méthane atteint l'atmosphère. Mais les recherches scientifiques nous montrent que des mécanismes naturels pourraient être capables de dégrader une partie significative de ce méthane et d'empêcher possiblement que ces fuites ne soient trop importantes. Le passé de la planète où se sont succédés les cycles de réchauffement et de refroidissement peut nous aider à comprendre les futures évolutions du méthane. Les paléoclimatologues, comme Jérôme Chaplaz, cherchent à comprendre les variations du méthane dans le passé en analysant les bulles de gaz qu'ils trouvent dans la glace ancienne des pôles. La particularité, c'est que cette glace intègre des échantillons de l'atmosphère, des petites bulles. Et notre travail, qui est un petit peu délicat techniquement, consiste à extraire ces petites bulles pour regarder la quantité de gaz à effet de serre à l'intérieur et étudier l'évolution des gaz à effet de serre au cours du temps. Jusqu'ici, notre façon de travailler consistait à prendre un échantillon d'une carotte de glace, de manière isolée, d'extraire le gaz et de l'analyser par une technique que l'on appelle la chromatographie en phase gazeuse. La nouveauté que l'on a pu mettre en place ici grâce à des collègues qui sont spécialistes de la physique des lasers, ça a été de développer un instrument qui permet de mesurer ce méthane sur les bulles d'air sorties en continu depuis la carotte de glace sur le terrain même. Cap vers le nord du Groenland, où se trouve un laboratoire de glaciologie totalement isolé du monde. Des scientifiques de 13 pays se retrouvent là chaque été pour reconstituer le climat passé de notre planète et pour comprendre comment les hydrates de méthane se sont comportés pendant les périodes de réchauffement climatique des 130 000 dernières années. Pour beaucoup de gens, le changement climatique, c'est de la science-fiction. Mais ce projet est important parce qu'il nous permet de voyager dans le temps. Nous pouvons effectuer des relevés, faire des comparaisons et comprendre ce qui s'est produit il y a très longtemps afin d'évaluer ce qui se produirait avec 2 degrés de plus. Dans la station Niem, la vedette, c'est la carotteuse, capable de forer l'épaisseur de glace sur près de 2500 mètres. Sans elle, impossible de faire ce voyage dans le temps. La nouvelle technique laser de l'équipe de Jérôme Chaplaz va s'avérer très efficace pour détailler finement les fluctuations du méthane dans le passé de l'atmosphère. L'augmentation du méthane que l'on observe dans les carottes de gaz se passe après le réchauffement climatique. Ce n'est pas le déclencheur, c'est une réponse au changement climatique. Le méthane accompagne donc les phases de réchauffement plutôt qu'il ne les provoque. Lors de la dernière déglaciation, qui s'est produite il y a 11 500 ans, la concentration de méthane dans l'atmosphère a bondi de 50%. Un paléoclimatologue américain, Vas Petrenko, a voulu savoir d'où provenait ce surcroît de méthane. Était-il d'origine terrestre ou venait-il du fond des mers? J'essaie de comprendre pourquoi le méthane avait augmenté et d'où provenait cet excédent de méthane. Nous sommes actuellement confrontés à un nouveau réchauffement climatique et, au-delà des sources anthropiques de méthane, nous devons comprendre comment les sources naturelles vont réagir. Première étape, se rendre sur un glacier en Antarctique pour y collecter de la glace vieille de 11 500 ans. Par chance, la glace très ancienne remonte à la surface sur le bord des plaques glaciaires. En effet, la glace qui se dépose vers le centre d'une plaque commence par s'enfoncer avant de se déplacer latéralement à la base de la plaque pour ensuite remonter vers le bord. La glace qui ressurgit en bordure est toujours la plus ancienne.
Cette méthode facilite la collecte d'une tonne de glace, qu'il faut ensuite faire fondre pour recueillir à peine 2 cm3 de gaz vieux de 11 500 ans, d'où sont extraits 20 microgrammes de carbone qui contiennent l'information que recherche Petrenko. Si le carbone a été produit récemment à la surface de la Terre, il va contenir du carbone 14. Mais si le carbone a été stocké pendant très longtemps, comme les hydrates de méthane dans les sédiments marins, il ne contiendra pas de carbone 14. L'examen du plus intime de la matière de ce carbone va révéler qu'il contient une assez grande quantité de carbone 14. Nous avons reporté ces données sur un graphique montrant l'augmentation du méthane et celle du carbone 14 dans l'hypothèse d'un scénario zone humide et dans l'hypothèse d'un scénario hydrate de méthane. Les résultats indiquent que la hausse de la teneur en méthane, qui s'est produite il y a 11 500 ans, était en fait due à une augmentation des émissions de méthane des zones humides. Les hydrates de méthane n'ont pas joué un rôle déterminant. Si on se base sur l'analyse des bulles de gaz de l'Arctique et de l'Antarctique, les scénarios de catastrophes climatiques brutales où les hydrates de méthane joueraient les premiers rôles semblent moins plausibles. Par contre, toutes les recherches actuelles sur le cycle du méthane doivent se poursuivre, car les émissions de ce gaz continueront d'augmenter. Difficile de contrôler celles qui sont d'origine naturelle et qui augmentent pour le moment très lentement. En revanche, les émissions d'origine humaine, qui, en 250 ans seulement, ont presque triplé la concentration de méthane dans l'atmosphère, pourraient être réduites, notamment dans l'industrie pétrolière et gazière, qui rejette beaucoup de gaz par négligence au cours de la production et du transport des hydrocarbures. Le contrôle de nos émissions de méthane apparaît donc comme un moyen significatif de combattre le réchauffement climatique. Mais les hydrates de méthane pourraient aussi représenter une source d'énergie de transition qui émettrait moins de gaz à effet de serre que le charbon ou le pétrole.